Dans cette vidéo, je vais présenter les raisons pour lesquelles je n'utilise quasiment plus Excel au quotidien, en tout cas dans le cadre de mon travail concernant le calcul scientifique. Donc le but, c'est pas du tout de faire un procès à Excel, aux feuilles de calcul en général. Le but, c'est plutôt de se servir de ces outils comme prétexte pour aborder des sujets un peu plus haut niveau, comme par exemple la reproductibilité des données, la réutilisation donc, de ce qu'on fait, également le versionnage, la corruption des données, leur qualité, bref, des sujets comme ça. Donc sans plus attendre, allons-y. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais poser un postulat de départ sur lequel je vais appuyer donc, toute l'argumentation. Donc ce postulat, c'est que je considère que le calcul scientifique nécessite un niveau minimum de rigueur pour atteindre un niveau minimum de confiance dans les résultats qu'on produit. Parce que ces résultats, ensuite, on va les donner à un client, on va les donner à un décideur. Donc il nous faut un minimum de confiance pour pouvoir ensuite en tirer des conclusions, pour pouvoir discuter de ces résultats. Et selon moi, en tout cas, voilà, selon ma sensibilité, la manière dont je fais les choses, j'ai le sentiment qu'avec Excel ou des feuilles de calcul en général, c'est difficile d'atteindre ce niveau de confiance minimal. Et donc je vais expliquer pourquoi. Donc avant de rentrer plus dans le détail, il y a aussi deux éléments que je souhaiterais mettre en avant, donc deux caractéristiques intrinsèques aux feuilles de calcul et à Excel en particulier, duquel vont découler tous les petits éléments que je vais détailler par la suite. Mais donc les deux premiers éléments, c'est deux premières caractéristiques, disons, c'est le fait que Excel ou les feuilles de calcul en général ne sont pas dédiées au calcul scientifique. D'accord, ce sont des outils en général qui sont généralistes, on peut faire tout un tas de choses, on peut faire de la comptabilité, de l'économie, ce que vous voulez. On peut faire aussi du calcul scientifique, pas de souci, mais ce ne sont pas des outils qui sont dédiés à ça. Alors si je compare par exemple un outil comme MATLAB, il faut savoir que MATLAB, je dirais peut-être plus pertinent que MATLAB, voilà, ça dépend des applications, etc. Il faut savoir que MATLAB, c'est quand même un des langages les moins appréciés des développeurs. Si on regarde certains sondages, c'est souvent dans les derniers, pour de nombreuses raisons. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour discuter MATLAB, mais c'est juste pour dire que là, juste pour l'exemple, je prends MATLAB, parce que c'est quand même très utilisé dans l'industrie. Donc MATLAB, par contre, c'est un outil qui est dédié au calcul scientifique, d'accord ? Donc si vous décidez de faire vos calculs plutôt avec MATLAB qu'avec Excel, et que, je ne sais pas, votre chef, il vous demande pourquoi, vous pouvez lui dire qu'Excel, c'est dédié au calcul, que MATLAB, c'est dédié au calcul scientifique, alors que Excel, non. Donc c'est pas MATLAB qui est l'alternative à Excel, c'est le contraire. Et j'ai même envie de dire qu'Excel est du coup une pseudo-alternative, parce que c'est pas, encore une fois, un outil dédié à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du calcul scientifique, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être rigoureux, je reparlerai par la suite, mais de base, intrinsèquement, c'est pas fait pour ça, et donc ça va amener quand même quelques petits inconvénients, on va dire, que je vais décrire par la suite. Ensuite, une caractéristique de l'outil, c'est que c'est du what you see is what you get, à peu près, pas complètement, mais à peu près. Donc ce que j'entends par là, c'est que what you see is what you get, c'est le logiciel où ce que vous voyez à l'écran, c'est au final ce que vous allez obtenir à la fin, c'est ce que vous allez donner à votre client, c'est ce que vous allez montrer à votre décideur. Donc là, dans ce cas-là, c'est une feuille de calcul, donc ce que vous voyez, voilà, les données que vous voyez, c'est au final votre document livrable. Encore une fois, si vous livrez un fichier Excel, mais c'est un peu, on dit ça souvent de Word, voilà, Word, ce que vous écrivez, ce que vous voyez dans votre écran, c'est au final le document que vous allez imprimer à quelques petits détails près. Donc c'est ça qu'on appelle du what you see is what you get, et ça va amener également quelques éléments que je trouve gênants pour atteindre une rigueur suffisante. Donc voilà pour ces deux éléments principaux. Donc ensuite on va détailler du coup divers inconvénients que je trouve à Excel. Mais avant de rentrer dans ces éléments-là, je voudrais juste parler de la version française. C'est du détail, mais je ne savais pas trop où le mettre, alors j'en parle dès maintenant. Parce que je pense que c'est un peu une conséquence du fait que MATLAB n'est pas dédié au calcul scientifique. C'est qu'il y a des versions de MATLAB selon les langues, selon les pays, mais c'est des versions qui ne changent pas juste la langue de l'interface, qui serait tout à fait logique, mais qui changent aussi vraiment la manière dont on fait les calculs, dont on écrit les choses. Par exemple, dont on écrit les nombres, c'est-à-dire qu'en français, c'est la virgule qui est utilisée comme séparateur des décimales, alors que le standard, j'ai envie de dire, c'est plutôt le point, c'est plutôt le standard américain. Alors pourquoi j'appelle ça un standard ? C'est parce que 99% des outils que vous utilisez pour faire du calcul scientifique, même 100% je suppose, qui sont vraiment dédiés au calcul scientifique, utilisent le point comme séparateur et décimal parce que, encore une fois, c'est une sorte de standard.
Et Excel, du coup, fait pas ça par défaut, donc ça occasionne des fois vraiment des erreurs qui sont pas faciles à trouver hein, quand vous copiez-collez des données, que il y avait un point parce que ça venait d'un autre logiciel. Même si ça vous est arrivé déjà plusieurs fois, des fois on peut y passer un moment. Bref, ça, si je peux me permettre une seule recommandation dans cette vidéo, c'est celle-là. Franchement, si vous faites du calcul scientifique avec Excel, mettez votre Excel, un point comme séparateur décimal, ça prend 5 minutes. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur internet, vraiment, on le fait une fois et après c'est bon. Voilà, si j'ai vraiment une recommandation à faire, c'est celle-là. Ça évite quand même pas mal d'erreurs, on peut faire des copier-coller d'autres logiciels sans se poser de questions. Et cette version française amène aussi un autre léger inconvénient, c'est le nom des formules, qui est aussi traduit en français. Alors ça, c'est pas dramatique, hein, mais moi c'est quelque chose qui me gêne souvent. Par exemple, ici on a une fonction cell. Donc là, ici, c'est mon Excel qui a les formules en anglais. Alors, c'est pas Excel, c'est OpenOffice, mais le discours reste le même, voilà. Ça change pas les conclusions. Donc, cette fonction cell, on lui donne un mot-clé, file name, et il nous donne le chemin vers le fichier qu'on est en train d'utiliser, d'accord? Pardon. En français, ça serait pas cell, ça serait cellule, d'accord? Et ici, j'ai une fonction left qui vient extraire les 10 premiers caractères en partant de la gauche de cette chaîne de caractères, d'accord? On arrive jusqu'au H. Sauf qu'il se trouve que souvent sur internet on trouve des ressources plutôt en anglais. Alors, les sites sont souvent traduits en français, peut-être souvent avec des IA d'ailleurs, mais les formules sont données souvent en anglais. Et donc si on fait copier-coller ces formules, ben, ça ne marche pas, on a des erreurs de ce genre là. Et des fois ça peut être compliqué à trouver parce que ben, on a mis ici le point virgule, parce qu'en français c'est plutôt un point virgule, alors qu'en anglais c'est une virgule. Enfin bref, on a des fois des petites difficultés à débugger, donc bon, il existe du coup des équivalences, des sites où on trouve l'équivalence entre le nom anglais et le nom français, il y a aussi un traducteur là, sur les dernières versions d'Excel, bref, c'est pas un très gros inconvénient. Personnellement, moi, encore une fois, je trouve ça étonnant, quoi. C'est un peu comme si un langage informatique, comme le MATLAB, en fait, vous aviez un langage différent pour chaque pays. Ça me semble quand même très étonnant comme manière de faire, et ça me semble, ça aussi, un peu écarté de ce qu'on attend d'un outil dédié au calcul scientifique, où on s'attend plutôt quand même à quelque chose de fixe. euh, et encore une fois, selon le standard le plus pratiqué, malheureusement, c'est plutôt l'anglais dans la programmation. Bref. Donc je recommande pas spécialement de mettre toutes vos formules en anglais, hein. Je peux pas me permettre cette recommandation là cette fois, parce que c'est pas non plus extrêmement important, mais moi personnellement je mets tout en anglais, comme ça c'est là où je retrouve le plus de ressources sur internet, et ça m'évite des fois des bugs un peu bizarres à trouver. Alors, ensuite on va aborder la notion de qualité de données. Alors ce que j'entends par là, c'est la qualité qu'on entend au sens de langage de programmation. Dans les langages de programmation, il y a souvent une espèce de triangle de compromis entre la rapidité d'exécution de notre code, sa flexibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de faire plein de choses, voilà, ou juste une chose, et la qualité des données qu'on a au final, c'est-à-dire le degré de confiance qu'on peut avoir en nos données, voilà, est-ce qu'elles sont corrompues ou pas, est-ce que vraiment on est sûr qu'à chaque exécution on obtient la même chose, voilà. C'est un peu ça qu'on met dans ce terme qualité. Et donc c'est difficile en général d'avoir les trois en même temps, c'est-à-dire que si vous avez un code très rapide, en général ça va être difficile de le faire flexible, c'est-à-dire ça va être difficile qu'il puisse faire plein de choses et qu'on puisse choisir au début de faire plutôt telle ou telle chose, parce que forcément quand il y a des choix, ça peut ralentir l'exécution. Bon, c'est pas systématique, souvent on arrive quand même à avoir deux éléments sur les trois. Et pareil, si on a quelque chose de très très flexible qui fait plein de choses, mais peut-être que ça va réduire ensuite la qualité de nos données, c'est-à-dire voilà, le degré de confiance qu'on a envers les données qu'on produit. Bon, c'est juste pour expliquer que c'est en ces termes-là que j'entends la qualité, c'est-à-dire un peu comment dire, ce qui serait opposé à une corruption de données, principalement sur Excel, c'est plutôt ça que j'entends. Je trouve qu'Excel est pas mal source d'erreurs et difficile à débugger, donc encore une fois c'est relatif par rapport à si j'avais utilisé un langage de programmation. Par exemple, on peut corrompre une cellule assez facilement. Alors j'ai ici par exemple une feuille de calcul avec quelques données. Donc mettons ce sont des données qui viennent d'un banc d'essai. Par exemple j'ai des données expérimentales ici en X, données expérimentales en Y. J'ai un modèle ici qui est calculé avec un polynôme de degré 2, x carré plus bx plus c. Ici je calcule l'erreur entre mon modèle et mon expérimentation, l'erreur au carré. Ici j'aurai une sorte de fonction objective qui calcule avec la somme des erreurs. Et on pourrait imaginer faire du fitting là, de données pour essayer de faire coller le modèle aux données expérimentales, en essayant de trouver les paramètres ABC qui collent le mieux.
Euh, Bref, j'ai fait une vidéo sur le fitting si ça vous intéresse. Là, je vais très très vite parce que c'est juste pour avoir des données sous les yeux pour discuter. Et ici, je viens regarder quand est-ce que l'erreur est inférieure à un certain seuil, et je vais compter le nombre de fois qu'elle est inférieure à un certain seuil. Voilà. Mettons qu'au final, voilà, ce sont ces informations-là que je veux sortir, ABC et ça. Bon, ben là, quand on a un fichier comme ça, ben c'est très facile des fois de rentrer comme ça une erreur. Bon, là, ça s'y prête pas trop parce que j'ai mis divisé par 0. Voilà, là, j'ai rentré sans faire exprès un nombre qui va pas. Sauf que j'ai pas d'erreur signalée par Excel, évidemment. Et mettons que j'enregistre mon fichier, j'ai pas vu parce que j'étais en même temps voilà, sur Outlook, j'en sais rien, en train de faire autre chose sur mon deuxième écran. Donc j'ai fait cette gaffe, sans la voir, j'ai enregistré, et plus tard quand je rouvre mon fichier, ben voilà, je comprends pas, il y a des trucs bizarres sur mes figures. Et ça peut être très difficile à débugger. Mettons que là j'étais à la ligne 11500, ça peut être compliqué à débugger. Voilà. Donc là, le problème c'est quoi? C'est que tout est accessible en permanence. Il y a des données expérimentales ici sont accessibles. Alors que normalement, les données expérimentales, c'est vraiment du lecture seule, quoi. On est censé vraiment juste lire et ensuite on exploite. Mais on ne vient pas modifier les données de base. C'est une bonne pratique pour essayer de maximiser encore une fois la confiance qu'on peut avoir en résultat qu'on sort. Et donc du coup éviter les manipulations manuelles. Je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais les données expérimentales ici sur Excel, on a tendance à les copier. Je reparlerai après de ça. Et donc du coup on a tendance à faire une opération manuelle ici pour copier les données dans Excel. Et donc ça déjà pour moi c'est un souci, ça c'est vraiment une des pratiques vraiment à éviter pour avoir un degré de confiance suffisant dans les données. Parce que si c'est des données qui ont été générées par un ordinateur, par un banc d'essai, par un autre logiciel de calcul, type Maxwell, ANSYS, j'en sais rien, normalement, si ça a été généré par un ordinateur, vous devez l'importer automatiquement. Vous ne devez pas faire d'opération manuelle dessus, encore une fois pour limiter la corruption des données. Bref, j'en reparlerai ça du copier-coller juste après. Si je reviens sur mes slides, je trouve aussi que les formules ne sont pas toujours très faciles à lire et à débugger. Encore une fois, par rapport au langage de programmation, je vais l'illustrer juste après. Donc ici, j'ai une formule qui calcule le nombre de Reynolds. Vous voyez ça, déjà, je trouve que c'est pas facile à lire. Voilà, ici, il n'y a pas beaucoup de paramètres, vous imaginez qu'il y en a beaucoup. Combien de fois ça arrive d'essayer vraiment de réfléchir, là, encore c'est la vitesse, la densité. Attention, là, c'est pas B3 sur B4, c'est B4 sur B3, donc c'est diamètre hydraulique sur la viscosité, ok. Ah, mais j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ouais, bon, c'est peut-être correct, je sais pas. Voilà, c'est pas évident, je trouve, à lire. Et quand c'est des longues formules, évidemment, encore plus. Quand il y a des liens entre les feuilles, là, je trouve ça vraiment compliqué. Je trouve que dès qu'on fait des liens entre les feuilles, on commence vraiment à atteindre les limites de l'outil. Voilà, selon moi, c'est vraiment, en fait, moi, ce que je ressens en tout cas. J'ai tendance à me dire, mince, là, il aurait fallu que je fasse autrement que utiliser Excel. Encore une fois, c'est selon voilà, ma sensibilité, je me répète. Bref, par rapport à un langage de programmation, ici j'ai une fonction sous MATLAB, voilà, pour illustrer le propos, qui calcule le nombre de Reynolds. Donc elle prend en entrée comme paramètre un diamètre hydraulique, une densité, une viscosité, une vitesse. Voilà, les paramètres sont décrits ici, donc ça on aurait pu le faire sous Excel. Et on a tout simplement densité fois vélocité fois diamètre hydraulique fois viscosité. Voilà, c'est limpide. On sait directement ce que fait la fonction. À utiliser aussi, c'est très pratique. Et ça, une fois que ça a été débugué, une fois, vous pouvez l'utiliser dans des centaines de projets différents sans jamais même avoir à ouvrir le fichier, parce que sur MATLAB, c'est une fonction par fichier. Donc ce fichier-là, une extension .m, vous pouvez imaginer le copier dans une centaine de projets, encore une fois, sans jamais avoir à l'ouvrir. Voilà, vous l'avez débugué une fois, c'est bon, quoi. Et sur Excel, personnellement, je retrouve pas ça. Parce que j'ai beau avoir débugué cette formule une fois, et ben encore une fois, et je l'ai ouvert une fois, ben voilà, j'ai peut-être déplacé une case sans faire exprès. Ou quand j'ai une formule comme ça aussi, là des fois, ben, je peux très bien avoir déplacé un truc sans faire exprès. Combien de fois ça m'est arrivé ça? Et du coup c'est faux des fois parce qu'après je vais dupliquer la cellule, voilà, enfin bref. Ça peut vraiment occasionner des bugs qui sont très difficiles à trouver parce que ça engendre pas d'erreur. Et encore une fois, ça oblige à avoir débugué plusieurs fois la même chose. Là voilà, par exemple j'ai cliqué, là ça fait n'importe quoi, bon bref, c'est ma faute, hein, évidemment, c'est toujours ma faute, hein, c'est toujours l'utilisateur qui est fautif, mais voilà, je trouve que il n'y a pas assez de garde-fous pour nous éviter les problèmes, en tout cas comparé à un langage de programmation, où là, par design, en fait, on ne peut pas avoir ce genre de soucis. On en a d'autres, hein, évidemment, hein, des avantages et inconvénients en chaque chose. Les liens entre les feuilles, encore une fois, je trouve ça difficile à lire, et le copier-coller, voilà, je souhaite en reparler, parce que
Par exemple, ici, là, sur cette feuille-là, je disais par exemple, vous avez généré ces données à partir d'un logiciel de calcul, et vous vous rendez compte que voilà, vous êtes trompé dans votre simulation, vous la refaites, et donc vous régénérez les données, et là vous les recopiez-collez ici. Mais le problème de ce genre de copie, c'est que des fois, on ne copie pas jusqu'en bas, donc on se retrouve avec des données ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on copie un vecteur de données qui en fait remplit pas ce qu'il y avait déjà, écrase pas tout ce qu'il y avait déjà, donc on se retrouve avec des données ici qui sont d'un calcul précédent. Et ça, vraiment, ça c'est une erreur très classique, hein, ça arrive souvent. Et donc on se retrouve après à discuter de figures, on ne comprend pas, il y a des points qui semblent aberrants. Et on peut perdre comme ça 1 heure en réunion avec 10 personnes autour de la table à discuter d'une figure qu'on ne comprend pas, quoi. Donc ça peut être vraiment des pertes de temps très ennuyeuses, je trouve, parce que c'est très difficile à trouver. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment très courant, quoi, ce genre de choses. Ou même on a copié à partir de la ligne 2 et pas de la ligne 1, enfin bref, des choses comme ça. Encore une fois, c'est pas impossible d'être rigoureux, voilà, de supprimer bien les données avant de le faire, etc. Évidemment que c'est possible, mais ça demande un effort, quoi. C'est-à-dire que par design, Excel ne nous encourage pas à faire ça. Alors que par design, un langage de programmation, il va un peu nous obliger à faire ça parce qu'on va importer un fichier de données qui a été écrit, qui a été généré automatiquement par notre logiciel de simulation. Donc si la simulation a changé, le fichier a changé, et voilà, on importe des données différentes. Pareil, je disais que on pouvait modifier par inadvertance les formules. Évidemment que sur Excel, on peut limiter l'accès à certaines cellules, etc. On peut faire des choses pour se rapprocher de la rigueur qui, moi, me semble minimale, évidemment. Mais par design, l'outil ne nous y encourage pas. Voilà. Comparé à un langage de programmation qui, par design, nous oblige à le faire comme ça. Du coup, on le fait comme ça. Ensuite, les fichiers un peu longs, je trouve ça un peu difficile à utiliser sous Excel, voilà, parce que déjà ça peut être lourd, voilà, à chaque manipulation on attend que ça calcule, etc. Et puis, comme je dis, les sources d'erreurs sont vraiment possibles, hein, à la ligne 10 000, voilà, c'est compliqué. Et au final, ce qu'on veut, c'est que quelques données. Au final, moi, ce que je veux, c'est cette donnée-là, les données ABC, mais je me retrouve à manipuler un fichier où il y a énormément plus de données. Voilà, il n'y a pas de séparation trop entre les calculs intermédiaires, en fait, et les calculs utilisateurs. Enfin, les infos utilisateurs que je vais vous montrer à la fin. Ça, j'en reparlerai, mais bon, moi, dès que j'atteins les gros fichiers, il y a des fois, j'ai vu des fichiers où il fallait dézoomer et zoomer dans le fichier pour se balader dedans. Bon, moi, j'ai l'impression que là, quand même, on a atteint vraiment les limites de l'outil. Voilà. Pour moi, en tout cas, selon moi, ce que je suis capable de faire, je trouve que sur les gros fichiers Excel, c'est trop gênant pour moi et je considère que j'ai atteint les limites de l'outil. Et donc, en parlant de limites, voilà, ça c'est une des raisons principales pour laquelle j'en suis venu à ne plus utiliser Excel. Alors évidemment j'utilise quand les clients me le demandent, j'utilise quand je dois livrer quelque chose sous format Excel à mes clients, évidemment. Et sinon moi, si on ne me demande pas, je me passe d'Excel. J'utilise encore juste pour 2 fichiers que j'ai pour de la gestion administrative, j'en reparlerai à la fin. Mais en fait ce qui se passe c'est que j'en venais à regretter systématiquement d'avoir utilisé Excel. C'est-à-dire que des fois, je pense qu'Excel s'y prêterait. Des fois, pour faire des petites calculatrices rapides, voilà, c'est très vite fait, on a notre résultat, c'est visuel, on peut même faire des petites courbes rapidement, c'est pratique. Mais j'en viens à chaque fois à atteindre les limites de l'outil, et donc à regretter en fait. Encore une fois, c'est selon ma sensibilité. Voilà, dès que les fichiers sont un peu gros, pour moi, ça devient désagréable de travailler avec ça. Et souvent, rapidement, quand je fais du traitement de données, j'ai très vite besoin de faire une boucle for, une boucle while, de faire des itérations. Donc sur Excel, c'est compliqué. Et donc, je suis obligé de me tourner vers le VBA. Alors, le VBA, je ne vais pas faire un procès non plus au VBA, mais il faut savoir aussi que le VBA, ça fait partie des langages les moins appréciés par les développeurs, au niveau de MATLAB à peu près. Donc, et c'est pas dédié au calcul scientifique, encore une fois. Voilà, moi je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd de faire du VBA pour le calcul scientifique, en tout cas plus lourd que d'avoir un outil de programmation dédié. Donc en fait, moi ce qui se passe, c'est quand je vois que je suis bloqué et que je dois faire du VBA, c'est là que je regrette. Je regrette de ne pas avoir attaqué direct son langage de programmation. J'ai fait des routines d'exploitation de données en VBA, des trucs assez costauds, et je l'ai regretté aussi parce que, encore une fois, à chaque fois j'étais quand même un peu limité par rapport à ce que je peux faire sur un langage de programmation classique, voilà, si je veux faire d'optimisation après, etc. Donc je me retrouve à tout devoir recoder en MATLAB ou en autre chose. Et le problème, c'est que souvent on le fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas envie d'être tout recodé, on a l'impression de perdre du temps. Donc on continue à travailler avec cet outil qui n'est pas satisfaisant. Et donc du coup on passe à côté de certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est trop compliqué. Bref, voilà. Moi j'ai fini par systématiquement regretter. Donc
Maintenant, même les tout petits fichiers, je les fais directement dans un langage de programmation parce que je ne veux pas me retrouver sur une limite d'Excel qui me ferait regretter d'avoir utilisé Excel. Voilà, c'est l'idée en fait. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que voilà, c'était du tout ou rien pour moi, me concernant. Et au final, du coup, c'est quand même plus long de développement au début, hein, évidemment. Souvent, de faire un code, c'est quand même plus long que de faire une petite feuille Excel. Souvent, cette feuille Excel, c'est quand même très rapide. Mais encore une fois, je trouve qu'on a quand même une meilleure confiance dans les résultats qu'on produit à la fin, moins de sources d'erreurs. Et au final, le debug, voilà, une fois qu'on a débugué une fois, souvent c'est fini, quoi. Alors sur Excel, encore une fois, on n'est jamais sûr quand on rouvre le fichier qu'on n'ait pas une cellule corrompue quelque part. Voilà. Je trouve que c'est quand même grand confort le développement, plus que sur Excel. Moi, quand j'ouvre un fichier Excel, je suis pas bien, quoi. Je sais jamais si ce que je produis c'est valable ou pas. Je trouve aussi que gérer les graphes aussi, c'est quand même assez lourd par rapport, encore une fois, au langage de programmation. Une fois que c'est écrit en dur dans un langage de programmation, voilà, on peut automatiser un peu les titres, les unités, tout ça. Sur Excel aussi, on peut faire l'automatisation, mais je trouve ça, encore une fois, plus lourd. Bref. Et une fois qu'on a développé pas mal de choses dans un langage de programmation, après on se retrouve à des fonctions qu'on peut réutiliser très facilement. Donc au final, si on avait perdu du temps au début, je trouve qu'après, au bout d'un moment, sur les développements suivants, ça va très vite, quoi. Tac, 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 on copie nos fonctions, paf, 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 on a notre résultat très rapidement, et encore une fois, avec souvent une qualité bien plus grande, puisqu'en fait, comment dire, on peut avoir une fonction qui nous génère des graphes très propres, très professionnels, et elle a été codée une fois, cette fonction, et c'est fini, quoi. Alors que sur Excel, on sera à chaque fois obligé de retracer nos courbes, etc., à chaque fois qu'on débute un nouveau fichier. Donc voilà, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd du temps sur le long terme? J'ai pas d'éléments concrets, hein, pour le dire. Moi, j'ai le sentiment qu'au final, je gagne du temps, mais évidemment, j'ai pas de preuves. Ensuite, la réutilisabilité. Donc, j'en ai un peu parlé, notamment la réutilisabilité des fonctions. Je trouve ça plus difficile de réutiliser une fonction Excel. Et ici, je veux parler du nom des variables. Alors là, c'est juste pour illustrer le fait que normalement, dans un langage de programmation, pour tendre vers un maximum de réutilisabilité de notre code et de facilité de maintenance du code, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose vient changer, on n'a pas à le changer à plein d'endroits. En général, une bonne pratique, même quasiment obligatoire, j'ai envie de dire, c'est que s'il y a quelque chose qui est rentré en dur, c'est-à-dire un nombre ou un nom qu'on va réutiliser plus tard, on essaie de l'écrire à un endroit et un seul. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dizaines de milliers de codes, on peut avoir des milliers d'endroits où est utilisée cette information, elle est écrite à un seul endroit. Donc par exemple ici j'ai la puissance d'un stack de pile à combustible par exemple en kilowatts, d'accord? Et la valeur ici en kilowatts. Donc là c'est ce que j'appellerais ici ce couple de cellules, ce que j'appellerais une variable en fait en informatique, d'accord? J'ai un nom de variable et sa valeur. Bon, il se trouve que dans un langage de programmation, le nom de variable, il serait pas forcément très user-friendly, hein, il s'appellerait peut-être comme ça, stack power, avec un underscore, voilà, n'importe quoi. C'est un nom de variable qui est uniquement dédié aux développeurs, d'accord? C'est-à-dire que sur un langage de programmation, on ferait vraiment la différence entre celui qui développe l'outil et celui qui l'utilise. Sur Excel, c'est un peu plus compliqué. On pourrait essayer de s'en rapprocher, mais par défaut, on a tendance à faire ça. On a tendance à faire que ce que voit le développeur, c'est aussi ce que voit l'utilisateur. Et donc utiliser Excel comme du what you see is what you get. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, sur un langage de programmation, j'aurais une séparation entre ce que j'affiche à l'utilisateur et mon nom de variable interne, qui est vu uniquement par le développeur. Et je peux choisir qu'est-ce que j'affiche ou pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que certaines variables au final où j'aurais besoin de définir comme ça un nom vraiment explicite pour que l'utilisateur comprenne. Alors sur Excel, on a tendance à devoir le faire pour toutes les variables, on a tendance à trouver un nom pertinent, c'est pas toujours facile, et à l'afficher proprement. Le problème ici, c'est que mettons que j'ai décidé finalement, voilà, j'en sais rien, mon client a changé d'avis, c'est plus un stack qu'il veut faire, c'est une cellule, ou alors moi j'ai voulu réutiliser cette partie-là de mon fichier dans un autre fichier, est-ce que stack ça va changer partout où j'ai utilisé? Là, on voit que j'ai utilisé stack power pour un seuil maximum par exemple. Donc si c'est pas le cas, il va falloir que je fasse des recherches et remplacer dans le fichier. Ça c'est pas toujours satisfaisant, les recherches et remplacer, on se retrouve souvent à oublier des choses ou à modifier des choses qu'on voulait pas modifier. Et donc on se retrouve des fois avec des fichiers un peu pas cohérents en fait. Donc nous en tant que développeur on le voit plus. On a tendance à avoir l'habitude que oui là c'était marqué stack, mais en fait c'est celui on s'en fiche. Et la première fois qu'on l'envoie au client, la première fois qu'on l'envoie à un collègue, il bug direct quoi. Première
premier fichier, première feuille de calcul qui regarde, il me dit mais attends, c'est la cellule, c'est ça que je comprends plus quoi. Donc des choses qui nous gênaient pas du tout en tant que développeur. Bon, je dis pas que c'est systématique, on peut essayer d'éviter avec les recherches remplacées, mais les recherches remplacées, ça reste quand même pas forcément très... enfin, le degré de confiance accordé à ça est, je trouve, pas optimal. Donc on peut essayer de générer automatiquement tous les noms qui dépendent de Stack Power. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai écrit une formule ici qui fait j'extrais cell power et j'extrais l'unité ici entre parenthèses. Donc ça veut dire que je peux modifier ici, voilà, j'ai modifié 16, ça l'a modifié automatiquement et ça reste le max threshold que je voulais. Et donc je peux rentrer une valeur. Le souci, alors du coup là je me rapproche de ce que je ferais dans un langage de programmation, hein, c'est-à-dire que voilà, le cell power est écrit à un seul endroit, l'unité est écrite à un seul endroit, et je vais ensuite reprendre ça peut-être dans des milliers de cellules. Le problème par rapport au langage de programmation, je trouve, c'est que ça c'est quand même pas très lisible. Je trouve cette formule quand même pas hyper lisible. Quand ça fait déjà une semaine que vous n'avez pas ouvert le fichier, et n'en parlons pas si ça fait un mois ou un an, ça peut être très compliqué de se replonger là-dedans et se dire oulala, qu'est-ce que je voulais faire, ou alors si vous voulez envoyer le fichier à quelqu'un d'autre. Voilà, je trouve ça vraiment pas très praticable et donc ensuite le fichier est difficile à maintenir. Et en plus, j'ai pas complètement fini l'automatisation là, parce que mettons qu'ici je décide de mettre entre crochets l'unité. Voilà, mettons que voilà, je décide de mettre entre crochets, ben voilà, là ça marche plus. Ça veut dire qu'il aurait fallu ici que je change aux bons endroits que je mette un crochet. Voilà. Et vous voyez ici que c'est quand même pas évident parce qu'il faut quand même le mettre 3 fois. Alors bon, on a peut-être pu simplifier la formule, j'en sais rien. Donc là voilà, j'ai réussi, maintenant ça a changé, mais par contre si je veux revenir à la parenthèse, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait fallu quelque part dans le fichier que je stocke aussi ces valeurs-là, qu'elles soient écrites à un seul endroit, et que je vienne aussi ici, au lieu de mettre entre guillemets quelque chose en dur, que je vienne chercher la valeur. Là ça marche, mais c'est étonnant de trouver ce genre de symbole dans une feuille Excel, c'est difficile de leur donner un nom explicite pour que l'utilisateur comprenne qu'en fait ça il n'a pas du tout y touché. C'est pas évident je trouve. Encore une fois, il y aurait moyen de le faire, il y a moyen de mettre ça dans des feuilles de calcul vraiment intermédiaires où l'utilisateur n'a pas accès, etc. Il y a moyen de faire des choses, mais voilà, je trouve quand même ça beaucoup plus lourd que sur un langage de programmation classique. Sur un langage de programmation, ça serait franchement relativement beaucoup plus, je trouve, transparent et facile d'utilisation, selon moi. Et donc du coup, on a tendance à pas le faire ça, parce que c'est vraiment moche. Donc encore une fois, on a tendance à laisser des fichiers qui ne sont pas complètement cohérents. C'est un peu comme les commentaires dans le code, c'est difficile de maintenir des commentaires cohérents en fait, puisqu'on a tendance à modifier des fois des noms de variables et pas modifier le commentaire, bref, il faut qu'on retombe un peu dans ce même cas. Par contre, sachez juste pour info que dans un langage de programmation, ici si on avait changé stack power par cell power, on a envie de dire ouais mais on se retrouve dans le même cas, il faut faire un recherche et remplacer, mais non, parce qu'en général les éditeurs dans les langages de programmation sont très performants pour changer les noms de variables, c'est-à-dire qu'ils détectent qu'est-ce qui est une variable ou pas. Et donc on va pas les changer stack power à des endroits où on veut pas, on va le changer que quand c'est un nom de variable. Bref, en général c'est quand même mieux fait qu'un simple recherche et remplacer. Donc voilà, j'ai donc parlé donc de cette séparation entre variables internes dédiées aux développeurs et variables qui sont plutôt juste pour l'utilisateur. Donc on pourrait séparer, comme je l'ai dit, on pourrait faire un onglet qui est vraiment, enfin des onglets qui sont vraiment que pour le développeur, qui ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Bref, on pourrait faire des choses pour se rapprocher de cette rigueur que j'attends. Donc c'est possible. Encore une fois, par défaut, l'outil ne nous y encourage pas. Et en plus, comme je le disais, quand on commence à faire des liens entre les feuilles, je trouve ça assez lourd d'utiliser Excel. Donc ça revient à ce que le calcul intermédiaire, c'est ce que je viens de dire. Voilà, ça peut être bien de séparer les calculs intermédiaires, mais c'est pas par défaut ce qu'on fait. Pareil, avoir un onglet avec que les constantes, ça peut être vachement bien. Ça aussi, c'est quelque chose qui dans un langage de programmation, en général, ça se fait de manière assez transparente. Et si on a des choses qui sont des constantes, elles seront rentrées comme des constantes. Par exemple, la densité du fil, mettons qu'elle soit constante. Et donc là, ici, il faudrait créer une feuille de calcul constante pour bien différencier ce qui est variable et ce qui n'est pas, mais du coup ça fait des liens entre les feuilles, je trouve ça pas très lisible, pas très facile à maintenir les liens entre les feuilles, ça aussi ça peut diminuer la réutilisabilité de notre fonction s'il y a des liens entre les feuilles. Bref, c'est possible de réutiliser des fonctions, mais je trouve ça quand même, souvent moi j'en viens à la réécrire depuis le début en fait, quand je veux la réutiliser. C'est possible, mais ça demande quand même une grande rigueur d'écriture, voilà, par feuille, que toutes les données soient à un seul endroit dans la feuille, même si elles viennent de feuilles différentes. Et là on peut du coup exporter tout ça
dans un autre fichier pour exporter notre fonction et ensuite déplacer ces valeurs à d'autres endroits. Mais bon, si c'est utilisé ailleurs, ça peut être compliqué de juste copier-coller. Enfin bref, voilà, je trouve ça beaucoup plus compliqué de réutiliser que sur un langage de programmation. Donc voilà pour ce qui est des éléments de réutilisabilité. Et maintenant on va passer au versionning. Alors le versionning, franchement je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un point mais extrêmement important et je pense que j'arriverai pas à faire passer le message parce que c'est très peu connu, je trouve, dans le domaine industriel, en tout cas dans lequel je travaille. Donc, il faut savoir que dans le développement informatique, développement web, etc., on utilise des logiciels de versionning, enfin, je veux dire, tout le monde utilise ça, vraiment 100% des développeurs. Donc un des logiciels les plus utilisés c'est Git, il y en a d'autres. Donc c'est des outils qui vont vous permettre de sauvegarder l'état de votre code, même si il contient des milliers de fichiers, ça va sauvegarder l'état avec une référence, et vous allez pouvoir revenir à des états précédents, donc des versions précédentes de votre code très facilement, et vous allez pouvoir aussi travailler en commun très facilement, c'est-à-dire que quand vous allez modifier un code, vous allez envoyer ça directement à un vérificateur d'être humain, un collègue, qui va pouvoir voir exactement les lignes que vous avez modifiées par rapport au code précédent et valider ou non ce que vous avez fait. Enfin, c'est vraiment utilisé partout dans le développement, les gens ne savent pas travailler sans ça. C'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je dis que j'aurais du mal à faire passer le message, parce que quand on ne connaît pas, on ne se rend pas compte. Mais vraiment, tout le monde utilise ça. Et quand je vois des fois des fichiers Word avec un tableau au début, avec écrit à la main à quelle date telle personne a modifié tel paragraphe, donc le versionning manuel comme ça me fait, enfin on dirait vraiment que c'est le Moyen-Âge, quoi. Vraiment, si vous parlez de ça à un développeur, il va vous dire oui, c'est incroyable pour lui parce que lui il utilise des outils qui font tout ça automatiquement, jamais il a besoin de marquer à la main qu'est-ce qu'il a, à quelle heure il a modifié quoi. C'est automatique, on sait qui est-ce qui a modifié quoi, à quelle heure, il y a une référence pour chaque chose, etc. Mais avec des outils comme Word et Excel, on ne peut pas utiliser ces outils de versionning type Git. Enfin on peut, mais c'est en général pas satisfaisant. Ça s'y prête vraiment pour les fichiers texte. Voilà. Vraiment, il faut du fichier texte. Et donc, quand on utilise des outils de programmation, enfin un langage de programmation, on travaille les fichiers texte. Et là, les outils de versionning prennent vraiment tout leur sens. Alors vraiment, encore une fois, j'aurais du mal à faire passer à quel point c'est extraordinaire, mais une fois qu'on a goûté à ça, on se demande comment on faisait autrement, quoi. Vraiment, on gagne en efficacité. Là, par contre, je pense qu'on peut dire vraiment qu'on gagne en rapidité de développement, c'est sûr, parce que par exemple, des fois, vous avez des bugs dans votre code, parce que voilà, vous avez modifié trop de choses, ça fonctionne plus comme ça fonctionnait. Ben là, vous revenez à une version précédente, vous copiez le bout de code que vous pensez avoir corrompu, vous revenez dans la version actuelle, vous collez le bout de code, et là, ça marche, et vous continuez. Vraiment, cette facilité de passer d'une version à l'autre, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez passer aussi à des versions que vous avez livrées à un client, pareil, très rapidement, alors que vous êtes en train de développer une autre version en parallèle. Bref. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus, parce que voilà, il faudrait quelque chose de dédié, mais c'est un point en fait qui est très très important, vraiment, qui change la vie, et malheureusement qui n'est pas possible de trouver avec Excel. Alors, là, un point que je voudrais aborder, c'est que le fait qu'Excel en fait a trop de fonctionnalités, trop facile d'accès. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est qu'on a tendance en fait avec Excel, étant donné qu'on peut faire des choses très faciles, très rapidement, on peut insérer des figures, on peut faire des tracés de courbes, on peut insérer du texte, voilà, avec des cadres, voilà, avec du texte dedans, des figures, etc. On peut faire des dessins, on peut faire des impressions écran d'un logiciel de calcul, on colle les impressions écran, on colle les photos du banc d'essai. Bref, on a tendance très rapidement à pouvoir faire des rapports d'essai. J'ai vu des fichiers Excel souvent qui font office de rapport d'essai. C'est quand même une pratique assez courante parce que, encore une fois, c'est très pratique, très accessible, tout plein de fonctionnalités qui sont super pratiques. Mais au final, comme je l'ai exprimé précédemment, comme j'ai un degré de confiance qui je trouve n'est pas suffisant dans les données que je produis, parce que déjà j'ai manipulé en général manuellement mes données d'entrée pour les copier-coller dans le fichier Excel, parce que Excel quand même s'y prête à ce qu'on fasse du copier-coller, ça nous encourage à faire ça. Du coup pour moi par défaut, voilà, Excel c'est pas dédié encore une fois, sauf comme j'ai expliqué avec une certaine rigueur, mais qui n'est pas proposé par défaut. Pour moi, c'est pas pertinent. Pour moi, un rapport d'essai, c'est censé être généré automatiquement avec des outils qui viennent chercher directement des fichiers de données, qui viennent chercher des figures qui ont été générées, par exemple, par un autre outil de calcul. Et donc, ça veut dire que si vous refaites vos simulations, vous n'avez pas de nouveau tout
copier-coller les données, voilà, vous avez juste à aller chercher le bon fichier au bon endroit, votre rapport d'essai, même ça peut se faire automatiquement, il peut toujours aller chercher au même endroit le fichier, et votre rapport d'essai est mis à jour, et il est au format PDF, voilà, format PDF ça me semble quand même le format idéal, hein, enfin, il peut y en avoir d'autres, mais quand même un format vraiment idéal pour un rapport d'essai. Donc c'est en ça que je dis qu'Excel est peut-être un peu trop de fonctionnalités, un peu trop facile d'accès. Ce que je veux dire par là, voilà, c'est que c'est tellement rapide, on a tellement ce sentiment d'efficacité qu'on en oublie qu'en fait c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est pas d'avoir fait les choses rapidement, c'est qu'ensuite on ait confiance en ce qu'on a produit. Et au final, est-ce qu'on est vraiment si rapide que ça? Parce que comme je viens de le dire, si on bien modifie nos simulations, est-ce qu'il faut refaire tous les imprimes écran, etc. Alors que si on avait un outil qui génère le rapport d'essai automatiquement, on n'aurait pas à faire ces manipulations. Si on change la simulation, encore une fois, le fichier de données change, ça changerait tous nos calculs. Et pour ce qui est du degré de confiance, voilà, je n'ai pas insisté sur les copier-coller, mais là par exemple, mettons que je copie une nouvelle ligne, mais ici ça ne m'a pas mis à jour cette colonne-là par exemple. Donc ici je me retrouve toujours à compter, je compte le mauvais nombre peut-être d'erreurs. Donc ça c'est quelque chose sur un langage de programmation, ça ne peut pas arriver. Là on est censé être toujours vigilant, là oui d'accord il faut que je duplique ça, j'espère que d'ailleurs je ne me suis pas trompé en cliquant partout et que j'ai pas copié la mauvaise cellule, là, parce que sinon on se retrouve avec les deux derniers points qui sont faux là, avec ce que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi par exemple. Bref, ça demande d'être vigilant quand on fait du copier-coller. Alors que sur un langage de programmation, si c'est selon comment c'est codé, quand ce vecteur-là augmente, soit on a une erreur, parce qu'on n'a plus la même taille de vecteur, et ça c'est très bien les erreurs sont nos amis, hein. Ça nous permet justement d'éviter ce genre de problème. Soit on a une erreur, soit la taille de ce vecteur-là est directement adaptée à la taille de ce vecteur-là, et c'est transparent pour le développeur en l'occurrence, et l'utilisateur aussi. Donc voilà, c'est peut-être le point un peu plus ambigu que je proposais, mais voilà, c'est pour amener le fait que des fois, les outils qui sont très accessibles, en fait, c'est ce qui ne nous coûte pas du temps par la suite. Voilà. C'est quand même. Alors qu'un outil qui nous demandait un peu plus de temps au début, au final, peut nous faire gagner du temps par la suite. Voilà, c'est toujours des compromis qui ne sont pas faciles à trouver. Et ensuite, les bases de données. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'on se sert souvent d'Excel comme outil pour stocker des données. On vient remplir le fichier petit à petit, voilà, au fil des données qu'on a besoin. Par exemple, j'ai vu des énormes fichiers Excel de référencement, donc dans le cadre d'un process qualité, j'ai vu des fichiers Excel immenses où on venait rentrer des informations pour générer une référence de document quand on crée un nouveau document. Et c'était des fichiers qui devenaient gigantesques. Voilà, c'est dans ça que j'entends base de données. Donc on se sert souvent d'Excel pour faire ça aussi. Alors c'est pas vraiment des bases de données, et puis il y a des outils Microsoft Office qui sont dédiés aux bases de données, mais voilà, je trouve que c'est quand même un peu l'idée, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'informations au même endroit et d'en tirer d'autres informations, de générer des choses à partir de ces informations qu'on a stockées. Pour moi, il se trouve que j'ai encore deux fichiers perso, comme je disais, qui sont sous Excel pour faire de l'administration. Donc c'est des fichiers qui ressemblent un peu donc à ça, là, c'est-à-dire que j'aurai beaucoup de choses à rentrer tous les jours. J'en ai un par exemple où je rentre le nombre d'heures que je travaille sur chaque projet client, toutes les dépenses que je fais, donc les dépenses de matériel par exemple, ou les dépenses de l'abonnement téléphonique, l'assurance, toutes ces dépenses sont rentrées vraiment manuellement, une par une, les revenus qui sont rentrés, etc. Et j'en déduis à la fin mon revenu à l'heure vraiment net, hors impôts, hors dépenses, etc. J'en déduis également mon taux d'imposition exact, bref, plein de choses comme ça. Et donc c'est un fichier qui est rempli plusieurs fois par jour, donc vous vous doutez qu'il devient vite assez grand. Et j'en viens à regretter aujourd'hui d'avoir fait ça sous Excel, parce qu'encore une fois, je trouve que j'ai à manipuler des fichiers qui deviennent gros. Je suis souvent pas à la ligne 500, alors qu'au final, j'affiche qu'un ou deux résultats qui m'intéressent, qui sont pertinents. Donc là, j'ai le sentiment, et d'ailleurs je l'avais quand j'ai commencé le fichier, hein, je savais déjà peut-être que je l'ai regretté, j'ai le sentiment que si j'utilisais un outil dédié aux bases de données, type MySQL, PostgreSQL, peu importe, un outil dédié aux bases de données, je m'éviterais beaucoup de manipulations manuelles, et je m'éviterais encore une fois de manipuler toutes ces données, alors qu'au final ce que je veux c'est une seule information. Donc je pourrais, avec des simples requêtes, j'aurais une requête pour rentrer un nombre d'heures sur tel projet, j'aurais une requête pour rentrer le paiement de l'abonnement téléphonique, une requête pour rentrer le paiement d'assurance. À chaque fois, j'aurais moins de choses à rentrer manuellement pour chaque requête, et ensuite j'aurais une requête globale qui me donne tous mes résultats qui m'intéressent, ou une requête par résultat. Mais je minimiserais le nombre d'informations à rentrer à chaque fois.
J'éviterai donc les erreurs et les copier-coller, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, si je copie ça et que ça ne suit pas ici derrière, bon ben c'est un souci. Bref, j'ai vraiment le sentiment que voilà, pour moi j'ai atteint les limites du fichier et j'aurais tout intérêt à passer sur autre chose. Et ça a d'ailleurs beaucoup d'intérêt de passer sur du MySQL aussi ensuite pour ce qu'on fait scientifiquement, hein, pour le stockage des données expérimentales et tout, ça peut être intéressant de s'être familiarisé avec ça sur des petits fichiers comme ça. Bref, encore une fois, là c'est mon sentiment, hein, mais j'en suis venu à regretter l'utilisation d'Excel même sur ces outils-là, donc pas forcément que pour le calcul scientifique. Encore une fois, voilà, je trouve que ça commence à être compliqué de gérer des fichiers larges, et au final j'ai que quelques informations pertinentes que je veux extraire, alors je suis obligé en permanence de manipuler beaucoup de données et de rentrer beaucoup de choses à la main. Donc voilà, pour résumer, je rappelle mon postulat, encore une fois, hein, si sans ce postulat-là, parce que tout est relatif, hein, donc je pourrais dire exactement le contraire de ce que je viens de dire, mais pour moi, il y a un minimum de rigueur lorsqu'on fait du calcul scientifique pour atteindre un degré minimum de confiance dans ce qu'on produit, encore une fois, pour pouvoir discuter des résultats, pour pouvoir tirer des conclusions, pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Pour moi, il y a un minimum de confiance à avoir, et moi, j'ai le sentiment qu'Excel, en tout cas les feuilles de calcul en général, nous permettent pas d'avoir ce niveau de rigueur minimal par défaut, quoi, sans effort supplémentaire, alors qu'un langage de programmation, j'ai l'impression que sans trop d'efforts, par design, on atteint ce degré minimum de rigueur. Déjà, principalement, un premier point, c'est l'extraction l'importation automatique des données expérimentales. Ça, pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de manipulation manuelle. Et le risque de corrompre les données aussi, qui est extrêmement limité sur un langage de programmation, hein. Si on marque n'importe quoi dans notre code, on a souvent une erreur, alors que sur Excel, il n'y a pas forcément une erreur. Bon, bref. Il y a aussi un petit risque avec un langage de programmation, évidemment, et j'ai l'impression qu'il est moindre. Et donc tous ces éléments pour moi sont dus à deux éléments clés, c'est le fait que Excel par design n'est pas dédié au calcul scientifique, voilà, ça c'est quand même très important à se rappeler. Et c'est un peu du what you see is what you get, voilà, ce qui fait qu'on a moins de séparation entre ce qu'on développe, enfin entre ce que voit le développeur et ce que voit l'utilisateur. Même si on peut tendre vers ça, si vraiment avec un certain effort. Pour moi, il y a donc un problème de qualité de données, voilà, est-ce que j'ai confiance aux données que je produis avec Excel à chaque fois que j'ouvre mon fichier Excel? Est-ce que je suis sûr que j'ai pas glissé une erreur quand je l'ai enregistré? Voilà. Ça c'est quand même, je trouve, moins évident qu'avec un langage de programmation. Je trouve que très vite on atteint une limite de l'outil, hein, dès qu'on va faire des itérations, des choses comme ça. Je trouve que très vite on atteint une limitation, on est obligé de tourner vers le VBA. Le VBA, moi je trouve que c'est pas satisfaisant pour faire du calcul scientifique. Voilà, ça c'est mon avis. Après, on peut aimer, il y a des gens qui aiment beaucoup. Voilà. Moi j'aime pas beaucoup. La réutilisabilité, voilà, je trouve que c'est plus difficile de réutiliser des fonctions qu'on a codées sur Excel plutôt que sur un langage de programmation. Encore une fois, si on les a débuggées une fois en programmation, on peut les réutiliser, alors que sur Excel, on peut être amené à les débugger en fait plein de fois parce que à chaque fois qu'on réutilise, il faut revérifier. Enfin bref, voilà, je trouve ça quand même moins pratique. Le versionning, ça encore une fois, très important, c'est peut-être un des éléments les plus importants ici, sauf quand on ne connaît pas, on ne peut pas se rendre compte. Mais vraiment, le versionning, ça change la vie, hein. Et ça, pour le coup, je pense qu'on peut dire que ça fait gagner en efficacité. Ensuite, que Excel est un peu trop de fonctionnalités, un peu trop facile d'accès. Voilà, encore une fois, ça peut paraître paradoxal, c'est pour ça que je souris. C'est un point qui n'est pas facile à amener, mais encore une fois, en fait, quand on veut être rigoureux, il faut se méfier des logiciels qui sont faciles d'accès, paradoxalement, et qui nous permettent de faire plein de choses. Ce que j'entends par là, c'est que on a l'impression d'aller vite, mais peut-être qu'ensuite on peut perdre du temps par la suite parce que on se retrouve à avoir des données qui sont bizarres et on passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus alors qu'en fait c'était une erreur de copier-coller à la base. Donc voilà, un outil qui permet de faire des copier-coller rapidement, en fait est-ce qu'il nous fait vraiment gagner du temps ou est-ce qu'il aurait fallu utiliser un outil qui nous oblige à importer un fichier? Voilà, si ce fichier était généré par ordinateur, est-ce que c'est pas mieux de l'importer de manière automatique? Là par contre je suis convaincu que si, que c'est mieux de l'importer de manière automatique. Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. J'espère avoir froissé personne, hein. Vraiment l'idée c'était pas de faire un procès sur les pratiques ou les logiciels qu'on utilise en général, c'était vraiment un prétexte encore une fois pour aborder des sujets un peu plus haut niveau, qui j'espère ont apporté des choses à certains d'entre vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt.